Mine are here, Steve. Heads on, Steve. Cheers. Ouais. Okay. Madame Ben, d'abord, je voulais vous demander de rappeler un peu qu'est-ce que c'était la vie sous les Français à Saigon pour une famille des intellectuels bourgeois, si vous voulez. Je pense que sous la domination française, même les intellectuels vietnamiens sentaient qu'ils étaient des citoyens, des personnes qui sont opprimées, qui étaient opprimées. Ils sentaient l'oppression. Vous savez, pas aussi, naturellement pas aussi sérieuse que d'autres couches de la population. Mais on sentait qu'on n'a pas l'indépendance. Voyez-vous, parce que dans tous les domaines, il y a une discrimination, même dans les écoles. Alors, vous voyez, il y a des écoles qui sont pour les Français ou bien pour les naturalisés français, que les Vietnamiens entrent très difficilement. Il y avait certains, mais il faut dire que ce sont des enfants qui venaient des familles très, très riches ou bien qui étaient dans une situation privilégiée dans ce régime-là. Est-ce que vous-même, vous avez eu une expérience sous les Français comme dans votre jeunesse qui montre ça, n'est-ce pas? Oui, vous savez que nous avons certains contacts avec les étudiants français à ce moment-là. Et parfois, on se disputait parce que d'un côté, on sentait qu'on n'est pas considéré comme il faut par les Français. Et nous connaissons que le Vietnam appartenait aux Vietnamiens. Alors il y a toujours cette sensation, même parmi les étudiants. Quelle était l'atmosphère à Saigon au mois d'août 1945, pendant la révolution d'août? Vous vous rappelez de l'atmosphère à Saigon? Bien sûr. Il faut dire que c'est tout le peuple qui se soulève à ce moment-là. Toutes les couches de la population se mettaient debout contre les colonialistes français. Des intellectuels jusqu'aux bourgeois nationaux, jusqu'aux paysans, les ouvriers naturellement. Tout le monde était debout contre les envahisseurs, les dominateurs. Mais est-ce que vous pouvez décrire l'atmosphère de la ville ce jour-là, le jour de la Révolution? Oui, j'étais à ce moment-là à Saigon, naturellement. Et je vous dis que tout le monde est dans la rue. Et le coin le plus brûlant à ce moment-là était autour de la cathédrale, vous savez, qui est au milieu de la ville, sur la grande route là, sur la grande route, le boulevard, je ne m'appelle plus à ce moment-là, mais là c'est le plus grand boulevard de Saigon et qui donnait à la cathédrale. Maintenant c'est devant le palais de l'indépendance. Et nous appelons le palais de la réunification aujourd'hui. Alors c'était le point le plus brûlant. Il y avait à ce moment-là certains
certains Français tiraient sur la masse. Hein. Alors il y a vraiment une révolte de la population contre les Français qui nous tiraient à des maisons autour de cette place-là. Oui. Alors j'étais là à ce moment-là. Quand les Alliés sont arrivés, est-ce que vous avez eu contact avec les Anglais, les Alliés, et est-ce que vous aviez de l'espoir qu'ils allaient faire quelque chose pour le Vietnam? Oui, à ce moment-là, nous, personnellement, j'ai eu certains contacts avec les Anglais. Et nous avons certains espoirs que les Alliés pouvaient nous aider à nous affranchir et à pouvoir reconquérir notre indépendance nationale. Mais très tôt, on a vu que les Alliés n'étaient pas de notre côté. Et vous savez ensuite que c'est les Alliés qui aidaient justement les Français à commencer l'occupation française. Est-ce que vous vous rappelez des détails sur vos contacts avec les Anglais, par exemple? Oui, moi-même, j'ai rencontré quelques officiers anglais à ce moment-là. Mais avec ces officiers-là, ils ne comprenaient rien de la situation de notre pays. Et ils s'intéressaient à ce moment-là à autre chose que à nous aider. Ah oui. Ils venaient, ils demandent à s'amuser plutôt. Alors on a vu que c'est pas avec des bonnes intentions que ces missions-là étaient venues à Saigon. Et très peu on a vu que les Alliés aidaient justement les Français à revenir. À quel moment est-ce que vous êtes entré dans le Viet Minh et dans quelles circonstances? Vous pouvez rappeler les détails de ça? Vous savez que j'appartiens à une famille qu'on peut dire nationaliste. Mon grand-père maternel était un grand patriote nationaliste. Et mon père et ma mère aussi ont reçu cette influence de la famille de mon grand-père. C'est pour cela que pendant l'occupation, bien que mon père, ma mère ne faisaient pas partie des activités clandestines avant 1945. Ils ne faisaient pas partie parce qu'elle était fonctionnaire. Mais vous savez, le patriotisme, on peut dire que était dans tout le cœur des Vietnamiens. C'est pour cela que, à la Révolution d'août, c'est-à-dire en 1945, tout le monde, y compris notre famille, mon père, ma mère était à ce moment-là, était déjà morte avant 1945. Mais mon père, alors il faisait partie tout de suite, faisait partie du Viet Minh tout de suite. Et moi-même, j'ai pris part aussi aux activités du Viet Minh. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Comme ça. Est-ce que vous pouvez raconter plus précisément comment vous êtes entré dans le Viet Minh et qu'est-ce que vous faisiez et où vous étiez? Et quelques anecdotes, n'est-ce pas, qui décrit ça? Avant le 25 août 1945, c'est-à-dire avant l'insurrection de Saigon, je participais déjà, vous savez, au mouvement de la lutte contre l'analphabétisme. Alors ça, c'était une organisation du Viet Minh.
mais couverte. Oui, alors j'ai commencé par des activités sociales, si on peut dire, en participant à ce mouvement-là. Et ensuite, avant le mois d'août, alors il y a des cadres du Vietnam qui nous ont contactés et on nous a organisés comme dans des groupes de Vietnam. Et j'ai commencé par travailler à la propagande. À la propagande. Et c'est justement dans ce contexte-là que j'ai rencontré les alliés anglais, parce que je faisais partie de la propagande. Et ensuite? Oui, ensuite j'ai participé à d'autres mouvements de lutte à Saigon même. J'étais dans le mouvement des femmes. J'étais aussi dans le mouvement des intellectuels. Et en 51, j'étais arrêtée jusqu'à 54, mis en prison jusqu'à 54. J'étais à la prison de Tiwa, à Saigon même. Vous pouvez raconter qu'est-ce que c'est ces 3 ans de prison? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quelle était la vie en prison? C'est pas une vie très facile. Tout d'abord, on nous a arrêtés parce que nous menons des activités de lutte, de l'explication à la population du but de Vietminh, et on organise les forces politiques comme des forces même militaires dans la ville même. Alors j'étais arrêtée avec d'autres camarades. On nous a mis d'abord on appelle sûreté. Et sûreté la sûreté qui était à la rue de Katina, Et ça, c'est un emplacement connu par de nombreux patriotes, parce que on passait souvent par là pour aller au bagne ou d'autres prisons du sud du Vietnam. Alors j'étais arrêtée et torturée à la sûreté qui était à la rue de Katina. Et ensuite mis en prison, la prison de Tiwa, qui était dans la ville même. Il y a la maison centrale, mais il y avait à ce moment-là deux prisons. Une qu'on appelait la maison centrale et une autre qui était la prison de Tiwa. C'est un annexe de la maison centrale. Et quand vous dites on vous a torturé, vous pouvez nous décrire ça? Oui, c'est-à-dire on nous a battus, on nous a fait boire de l'eau, on nous a mis nous a soumis à l'électricité. Alors j'étais torturée pendant 5-6 mois comme ça, avant d'être envoyée à la prison de Tiwa. Et dans la prison, vous n'avez pas eu de procès? Ah si. Vous pouvez Après, on était restés plus d'une année et on nous a jugés. Et j'étais condamnée pour 4 années de prison. Alors j'étais restée jusqu'à les accords de Genève. Et à ce moment-là, naturellement, j'étais libérée par cet accord-là.
Parce qu'à ce moment-là, j'étais seulement en prison pour plus de 3 ans seulement. Mais aux accords de Genève, j'ai pu être libérée. Vous pouvez rappeler un peu ce que c'était la vie en prison? Vous étiez avec des camarades qui étaient aussi... Vous faisiez la politique en prison. Quelle était la vie de jour au Oui. jour? En prison, naturellement, nous sommes des prisonniers politiques. Alors, on continuait nos activités quand même. Hein. Mais il n'y a pas seulement que les activités politiques. Pour nous, à ce moment-là, il y a aussi des activités qui aident à la politique. C'est par exemple, on organise les classes pour essayer d'élever le niveau culturel de nos camarades qui étaient la plupart des paysans, des ouvriers. C'est pour ça qu'on essaie. Et moi-même, je donnais des cours. Je donnais des cours en prison. Et parfois, on nous réprime pour ça. On nous enlève tous les livres, les cahiers, tout ça. Ensuite, on tâchait de procurer de nouveau et on continue. Alors, il y a pas mal d'occupations en prison. Après que vous êtes relâché en 1954, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté dans le sud? Oui, après avoir été libérée, j'étais avec notre vice-président actuel, Monsieur Mihuta. Il était, comme avocat à Ségon. Alors, il commandait, il dirigeait le mouvement qu'on appelle le mouvement de lutte pour l'application des accords de Genève. Alors, je faisais partie également de ce mouvement. On exigeait l'exécution des accords. Et j'étais avec lui dans le mouvement. Et vous savez que le mouvement aussi a été réprimé. Quelle était l'atmosphère pour vous, pour un résistant dans le régime deuxième? Vous pouvez rappeler ça encore avec les détails, n'est-ce pas? Nous avons lutté pendant quelque temps à Ségon pour l'application des accords de Genève, pour la réunification du pays. Mais notre mouvement a été réprimé. Et notre président, le président Mihuta, a été lui-même avec d'autres dirigeants du mouvement arrêté. Et nous, à ce moment-là, on entrait dans la clandestinité parce que le mouvement a été réprimé. Et nous savons que les Français ne voulaient pas, obstinément, ils ne voulaient pas exécuter ces accords-là. Alors, à un certain moment, je restais dans la ville. Mais après, quand la répression a été plus forte, nous avons dû, avec d'autres camarades, nous retirer de la ville pour aller dans la campagne. Tout d'abord, on était dans la province de Zadine, c'est-à-dire la province qui était tout proche de Ségon. Et de là, on continuait les activités. Bon, est-ce que vous pouvez rappeler quelle était l'atmosphère pendant cette période? Il y a des gens qui ont dit que c'était la période le plus noire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez expérimenté? On peut dire que les années de 58-59 sont les années de terreur blanche. Les gens de Ziem cherchaient à poursuivre tous les anciens résistants. Et moi, j'étais aussi dans la liste la liste noire, parce que j'étais parmi les dirigeants du mouvement, du mouvement
lutte pour les accords de Genève. Alors je m'étais retirée de la ville. Hein. Mais même dans la campagne, partout, il y a cette répression. Alors voyez-vous, on voit que les gens étaient terrorisés par ces mesures criminelles. Hein. Vous avez certainement entendu parler qu'on a promené la guillotine. Alors vous voyez, il y a une panique, il y a une terreur dans la population. Alors c'est difficile pour nous de vivre parmi la population à ce moment-là. Hein. Alors il arrive que nous devons nous retirer dans les forêts et rester dans la forêt. Et vous êtes sorti à quel moment? Vous êtes monté dans le nord, mais avant de monter dans le nord, est-ce que vous avez fait des activités? Oui, mais à ce moment-là, nous cherchons à faire aussi de la propagande. On explique à la population, voyez-vous, que cette politique deuxième là, c'est une politique qui est commandée par les Américains. Cela montrait pas leur force, mais plutôt leur faiblesse, tout ça. On a expliqué et on préparait déjà à la formation du front. On voyait que les accords de Genève étaient piétinés par les Français. Et on a vu déjà la venue des Américains très visiblement. Alors on expliquait déjà à la population que les vrais ennemis étaient les Américains. Et on faisait l'explication, mais dans des conditions très difficiles, parce que la population avait peur d'être terrorisée. Alors, nous continuons par-ci par-là nos activités jusqu'à la fin du mois de décembre de 60. Alors, j'étais appelée parce qu'à ce moment-là, nous avons aussi des relations avec les camarades dans tous les coins du pays. Alors, j'ai reçu l'ordre de revenir dans le quartier, on peut dire, général de la résistance, qui était à ce moment-là dans la province de Tainan. Alors, à la fin du mois de décembre de 60, j'étais appelée au quartier général et les camarades m'avaient informé que j'étais désignée à être membre du comité central du Front National de Libération et que la tâche qui m'a été confiée est de mener les activités sur le plan international. Alors c'est pour cela qu'en 62, je commençais déjà à sortir du pays et commencer nos premières activités internationales, des relations internationales. Quand vous êtes allé à Tainan au mois de décembre 60 pour la formation du front, Oui. il y avait des camarades du Nord qui étaient là? Principalement, c'est le Front National. Oui. Principalement, ce sont l'organisation de résistance du Sud. Il y avait une liaison avec les gens du Nord? Ah oui, bien sûr. Nous avons eu toujours des liaisons, même dans les moments les plus difficiles. Si je peux avancer et parler un peu de 68, quand vous êtes allé à Paris, Oui. pour les discussions, les négociations, ça a commencé au mois de mai 68. Oui, plutôt au mois de novembre. Novembre. Et il y Ça a commencé bilatéralement, Oui. mois de mai. Oui. Et après, avec le front, c'était mois de décembre. Oui, novembre. mois de novembre. Est-ce que quand vous avez participé dans
Quand vous avez participé dans les négociations à Paris, est-ce que vous avez en ce moment-là l'espoir que ça allait mener quelque part? Oui, bien sûr. Nous avons espoir que la lutte, surtout sur les 3 fronts, c'est-à-dire le front diplomatique, le front, politique et le front militaire, vont nous permettre de réaliser notre but. Mais quel était, comme représentant du PRG, n'est-ce pas, Oui. négociation, quel était votre sentiment après 1969, lorsqu'il y a eu des conversations, des négociations secrètes directement entre les Ductos et Kissinger? Est-ce que vous vous sentez un peu écarté? Non, réellement, nous discutons. Nous discutons entre nous, oui, pour nous faire face avec nos agresseurs. Oui. Alors, il y a une discussion entre nous. Mais est-ce que vous étiez au courant des négociations secrètes bien sûr. dès le début? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez Et je vous dis que nous ne sommes pas informés seulement, mais discutons comment agir, comment lutter contre nos agresseurs. Mais vous étiez, vous sentez que c'était le bon choix, le bonne voie, n'est-ce pas, que on commence les négociations secrètes en même temps? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que nous pensons que au moment où commençaient les discussions secrètes, nous sentons que là réellement c'est une discussion pour arriver à négocier, à la fin des négociations. Alors c'est pour ça que nous pensons que ces négociations étaient nécessaires. Je vous pose une dernière question. Il y a des gens qui ont dit, en regardant en arrière, que peut-être on aurait pu trouver, peut-être au début des années 60, une solution dans laquelle le Sud-Vietnam peut être neutre. Est-ce que... Just we're going to cut it now because Yeah. the bell is going. We have Yeah. not very much time. Qu'en pensez-vous de cette idée? Mais vous savez que dans le programme du Front, eh bien, les objectifs du Front reflètent notre idée, notre intention. Et quels sont les objectifs du Front? Les objectifs du Front étaient le retrait des troupes américaines, n'est-ce pas, et la neutralité du Sud, le retrait des Américains, notre indépendance et la neutralité du Sud. Et après cela, nous pensons que l'étape suivante, ce serait la réunification du pays. Justement, la ligne politique du Front était cela. Et réellement, nous voulions cela. Okay, that's very good. 3:27 on the end. Merci beaucoup. C'est vraiment...